Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Vimeo. Aujourd'hui, c'est ce moment de l'année qui est enfin là. Peut-être que même vous ne l'attendiez pas du tout, mais il est quand même là. C'est ce moment où je vais partager avec vous ces petits chiffres que j'ai relevés tout au long de l'année. Ces chiffres avec lesquels j'aime m'amuser de différentes manières. L'an dernier, je m'étais amusé à recalculer le championnat sans 3 pilotes en particulier. Au hasard ceux qui ont fini dans le top 3 pour essayer de voir ce que ça pouvait faire, voilà, c'est tout. Et cette année, je vais vous proposer, essayer de regarder le championnat sous différents barèmes, mais peut-être aussi de regarder un petit peu l'aspect plus statistique de la saison, tout bêtement, les comparaisons en qualification, les écarts, les choses comme ça. Mais avant de trifouiller quoi que ce soit, je propose déjà qu'on s'attarde à peu près sur le championnat de cette saison. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est à peu près le championnat normal. Et quand je dis normal, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé cette année. Rien de bien particulier à relever là-dessus, si ce n'est qu'on peut voir que Verstappen a terminé avec le plus de points au championnat. Généralement, le pilote qui fait ça en fin d'année, il est sacré champion. Ah, tu le savais, ok. Je propose déjà de regarder un petit peu, de diviser la saison en deux. Ne serait-ce que pour voir un petit peu les évolutions de chacun. J'ai scindé la saison en deux, donc de Bahreïn à la Hongrie et de la Belgique à Abu Dhabi. Alors, avec les trois trucs là qu'il y avait le samedi qui se terminent par sprint, ça nous a fait un total de 25 épreuves. 25 divisé par 2, ça fait... Enfin, je sais pas, mais ça fait un truc à virgule. Donc, voilà, j'ai scindé à la Hongrie. Et si je commence par là, si on s'arrête au Grand Prix de Hongrie, Hamilton était le pilote avec marqué le plus de points. De toute façon, ça on le savait déjà à peu près, mais ça nous replonge un petit peu à ce moment-là de la saison, à savoir la Hongrie qui en plus était l'épreuve précédant la pause estivale. Hamilton était en tête avec 8 points, tout ça. On retrouvait, oula, il est mal classé, je vais le corriger, c'était Lando Norris qui était 3e du championnat. On l'aurait presque oublié, ce petit Lando. Ensuite, on avait Bottas-Pérez, ils s'étaient regroupés en 9 points, on pouvait se dire, oh là là, il va y avoir une bataille de malade pour la 3e place au championnat, ce qui n'a pas du tout été le cas, mais on a pu le croire. On peut relever, voilà, Sainz qui était déjà devant Leclerc de 3 petits points. Et si on regarde la seconde moitié de saison, puisque là on va avoir un barème plus défini, puisqu'on repart à 0 en Belgique, le Grand Prix de Belgique, qui était une course particulière. Non, je rigole, c'était pas une course. Là on constate sur cette seconde moitié de saison, Verstappen qui marque... beaucoup plus de points, enfin je dis beaucoup, c'est 16 points de plus qu'Hamilton. Ensuite sur l'Est du championnat, là il y a Bottas, il les a explosés, Perez et Sainz. Norris, on va le retrouver beaucoup plus bas. Sainz est le 4e pilote, le 5e pilote à avoir marqué le plus de points sur la seconde moitié de saison. Juste devant Leclerc, encore une fois, c'est assez serré entre les deux. On retrouve Daniel Ricciardo. Je trouvais ça assez amusant de constater que sur les 13 dernières courses, et même un peu plus, Ricciardo a mis une sacrée pilule à Norris. Et quand je dis une pilule, c'est 18 points. Dans le milieu de peloton, c'est assez conséquent. C'est des chiffres, ça veut dire ce que ça veut dire, à savoir pas grand-chose, parce que les chiffres, c'est pas des mots, mais si on essaie de les interpréter, peut-être ça remet en perspective la saison de Danny Ric, ou celle de Norris, je sais pas. Ce qu'on peut constater quand même sur Ricciardo, sur cette seconde moitié de saison, on est à 4 courses hors des points, si je compte pas son abandon au Brésil, alors que Norris, à part la Belgique, où encore une fois, il y avait eu la course sans Grand Prix, ou l'inverse, Norris n'a pas eu un seul drapeau à damier hors des points cette année, ce qui est peut-être une belle démonstration de régularité aussi. Sur le reste du plateau, pas grand-chose à relever, si ce n'est que Stroll, qui là, cette fois-ci, dépasse Vettel en termes de points. Sur la seconde moitié de saison, c'était un peu plus compliqué pour les deux Aston Martin. Stroll, je reviendrai un petit peu plus sur les saisons de chacun un peu plus tard, dans les prochains jours. Mais un petit peu l'homme de l'ombre du milieu de plateau, j'ai trouvé cette année. Donc il y a peut-être 2-3 petits points intéressants à relever sur lui. Et puis ensuite, dans le fond de peloton, de toute façon... il n'y a pas grand chose à relever, si ce n'est que Raikkonen qui colle un 8-2 à Giovinazzi, mais bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent de parler de ces équipes-là. Maintenant, j'ai envie de rigoler un petit peu, parce que comme tu le vois, j'aime rigoler. J'ai proposé un petit championnat alternatif,
L'an dernier, donc c'était sans le top 3. Cette année, j'ai inauguré le championnat, donne-lui le nom que tu veux, où t'es obligé de jouer en équipe, puisque tu ne peux marquer des points que si ton coéquipier a terminé la course. Donc tu gagnes le Grand Prix si ton équipier n'a pas terminé la course, tu marques 0 points, et c'est celui qui était deuxième qui prend les 25 points. C'est l'idée de ce barème. Bon, là on voit nettement, sur les 2 premières places, chez Mercedes, ça paye cher les quelques abandons qu'il y a eu des 2 côtés, parce que là, Verstappen, il colle un petit 26 points d'avance à Hamilton, c'est-à-dire que même avant Abu Dhabi, le championnat était plié. Ce qui aurait été quand même bien moins intéressant, donc je dois avouer que mon système est assez pourri. Mais comme je l'ai dit, c'est pour m'amuser. Si je peux relever quelques petits détails dans ce championnat, voilà, donc Arabie Saoudite et Abu Dhabi, pas de points pour Verstappen avec les abandons de Perez, idem pour la Hongrie, aucun point pour Verstappen et Hamilton avec les abandons de leurs équipiers. Perez qui marque 0 points en Azerbaïdjan, puisque Verstappen n'a pas terminé la course, et on voit déjà que Perez termine beaucoup plus loin au championnat. Après, faut aussi admettre que les courses où les courses où Verstappen a abandonné, ce sont des points où Perez a marqué beaucoup de points. Il n'y a pas eu de course où Perez a marqué énormément de points. On relève que Leclerc, 4e du championnat, ça nous fait une bonne 26,5 points d'écart entre Sainz et lui, si mes maths sont très mauvais comme ils le sont d'habitude. Les abandons se paieraient bien plus cher, mais après, il y a pas besoin d'être un génie pour voir qu'au championnat constructeur, ça changerait rien. Ferrari serait toujours devant McLaren, si ce n'est que ce serait peut-être un peu plus serré. Chez Alpine, le duel Ocon-Alonso est encore plus serré, mais toujours à l'avantage de Alonso. Par contre, chez Aston Martin, avantage Lens, 44-33 entre les deux, puisque après il marque forcément plus de points, comme je le disais, puisque là, si je te prends le cas de la Hongrie, avec tous les abandons qu'il y a eu, on n'a pas 10 pilotes qui marquent des points. Mais bon, c'est le jeu stupide tel qu'il est, je te laisse ça comme ça. On a Schumacher qui marque le petit point de l'honneur pour la Hongrie, justement, je crois. Non, même pas, c'est pour l'Azerbaïdjan, puisque en Hongrie, Mazepin s'est fait striker par Alfa Romeo. C'est en Azerbaïdjan qui pouvait scorer quelques petits points. Eh bien, il l'a fait. On peut relever, là, l'homme fort du peloton, Kimi Raikkonen, qui termine devant Russell de un petit point, mais ça lui fait pas mal d'entrer dans les points à Raikkonen, comme ça, en prenant ce classement. Peut-être que ça remet un petit peu en avance ses prestations en course. Pour rester un petit peu sur l'aspect comparaison des coéquipiers, là, rien de particulièrement pertinent, on va y passer très vite. Les comparaisons, ça c'est les comparaisons formule blabla entre coéquipiers. Ce que j'appelle comparaison formule blabla, c'est, bon, là on a les duels en qualification qu'on a à l'écran. Je ne prends pas en compte dans le duel, par exemple, là, typiquement la Russie entre Perez et Verstappen. Perez est parti devant Verstappen, puisque Verstappen, partant forcément du fond de grille, n'a pas pris part à la qualification. Je me dis, c'est complètement inutile de comparer les coéquipiers là-dessus, donc je ne le prends pas en compte, c'est à peu près pareil partout dans le peloton. Chez Ferrari, Russie et Turquie, un coup Leclerc, un coup Sainz, chacun à leur tour ont pris une pénalité de moteur et n'ont pas vraiment roulé le samedi, donc voilà. Je l'ai peut-être pas dit, mais de toute façon, pour ceux qui veulent prendre le temps de regarder les tableaux, c'est sur formule-blabla.fr, lien en description, vous allez sur la page des statistiques, et vous trouverez ces petits PDF. Sans grande surprise, voilà, on retrouve un peu Hamilton, qui colle une petite raclée à Bottas en qualification. Verstappen, j'en parle même pas, 20-1. Cette qualification miracle que Perez nous a sorti à Imola, c'était vraiment qu'un miracle pour le coup. On retrouve dans le peloton, voilà, des Ocon-Alonso, qui est le duo le plus serré du peloton. Bon, il a fallu 21 épreuves, ils n'ont pas pu se départager à cause des États-Unis sur les 22. Donc, un petit avantage Alonso. Dans le peloton, Tsunoda qui a évité le 22-0 Fanny Soulbabi grâce à Abu Dhabi, justement, où il a fait une bonne qualif. Mazepin qui évite également le 0 pointé. J'ai compté pour le coup, là, DNF, quand je marque DNF, c'est dans le sens où le gars n'a pas pu faire de chrono valable en qualification, mais que c'est un petit peu de sa faute. Donc typiquement pour Schumacher, on est sur Monaco et Hongrie, 2 cas où il n'a pas participé à la qualif, en se crachant à la fin des essais libres 3.
on peut dire que c'est un peu de sa faute quand même, ou encore une fois, on a Stroll, par exemple, ou qu'il est Stroll, il est là, Mexique qui s'est crashé, je ne compte pas la qualification, mais je donne le point au coéquipier. C'est la petite nuance entre le NP pour non-participant en quelque sorte, et le DNF, did not finish, qui est utilisé qu'en course, mais bon, tu vas pas me juger là-dessus, j'espère. T'as assez matière pour me juger ailleurs. Là, dans ce cas-là, j'accorde le point à l'autre pilote. Petite raclée de Stroll, qui se prend plutôt en qualification, 14-8. Si on regarde les courses à présent, waouh, la magie de la molette, c'est Stroll qui a l'avantage en course face à Vettel, 7-10. Dur de compte. J'étais un petit peu sceptique pour la Hongrie, est-ce que je donne le point à Vettel ou pas, parce que Stroll a fait un beau petit caca en début de course, mais je me suis dit que, quitte à ne pas faire de sens, autant aller jusqu'au bout, et je suis resté sur la disqualification, 16-2 en faveur de Hamilton. Perez, qui est le seul pilote à avoir complété l'entièreté de la saison, qui ne se fait pas battre qui ne bat pas son équipier une seule fois en course. C'est pas une surprise depuis quelques années chez Red Bull, mais c'est peut-être intéressant de le souligner. Alonso Ocon les plus serrés, 9-9. Leclerc Sainz 14-6, pas mal pour un pilote qui est apparemment trop mauvais en course pour Leclerc, qui termine 14 fois devant Sainz. Et les deux fois, ils ont pas pu être comparés, c'est parce que Leclerc n'a pas terminé la course. L'autre comparaison intéressante que je voulais souligner, c'est entre Raikkonen et Giovinazzi. J'y reviendrai dans le petit bilan de pilote par pilote, mais Giovinazzi, avantage en qualification, on l'a beaucoup souligné cette année. En course, c'est quand même Raikkonen qui finit devant. Maintenant, reste à savoir si on préfère juger la Formule 1 sur les qualifications ou sur la course. Et Latifi, qui n'a battu Russell qu'une seule fois, tu devineras jamais, c'était en Hongrie. Et Kubica, bon, le pauvre, il a fait que 2 grands prix, on va pas trop lui taper dessus parce que ça en vaut pas vraiment la peine, et parce qu'on aime Bébert. Il est gentil, Bébert. Pour regarder un petit peu les écarts en qualification, alors là, tu vas te sentir très insulté, ça fait beaucoup de chiffres, et en plus on voit pas tout, mais l'idée c'est juste de comparer les deux pilotes quand on le peut, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt. On prend un pilote de référence, aléatoirement, chez Alpine, j'ai pris Alonso, chez Ferrari, Leclerc, Stroll, chez Aston Martin, tout ça, et on compare l'écart de l'autre pilote par rapport à son coéquipier. Donc là, on voit Ocon qui se prend 8 dixièmes et quelques à Bahreïn, mais qui en colle 4 et quelques à Alonso à Imola. On cumule tout ça, on arrive à un total. Ah, je suis obligé de réduire. Ce total n'est évidemment pas en rapport avec un certain pétrolier. Alors, ce total, ça nous fait sur la saison 8 dixièmes d'écart entre Alonso et Ocon, entre Sainz et Leclerc, 1 seconde 4, tout ça, c'est si on cumule le tout. Alors un coup c'est plus, un coup c'est moins, donc ça se met dans la balance, c'est pour ça que les écarts sont pas trop ouf. Oh coucou Mazepin, 18 secondes. Mais c'est à peu près l'idée, et ensuite, pour faire la moyenne, on divise par le nombre de qualifs qu'ils ont eu en commun. Donc ça nous fait un écart moyen de 39 millièmes entre Ocon et Alonso, ce qui est ridicule. On peut souligner aussi Sainz et Leclerc, avantage Leclerc à 81 millièmes d'écart. Sainz s'est énormément rattrapé sur la fin de saison. Bon, on voit le vert, hein, c'est quand il a été plus rapide. Ocon, en gros, plus lent en moyenne de 39 millièmes face à Alonso en qualif. Sainz de 81 millièmes. Si on prend le cas d'Aston Martin, si je fais pas trop n'importe quoi, même si j'ai l'habitude de faire n'importe quoi, on a 114 millièmes d'écart entre Stroll et Vettel, ce qui est encore assez serré. Cette fois-ci, c'est un moins, donc Vettel étant en dessous, c'est moins Stroll, donc c'est-à-dire l'écart face à Stroll, c'est-à-dire qu'il est devant. Pour peut-être donner un barème vraiment personnel sur comment on peut interpréter ces chiffres pour les personnes qui ne sont pas très initiées, j'ai tendance à me dire que en dessous d'1 dixième, bon là c'est vraiment très serré, entre 1 dixième et 3 dixièmes, on est sur des écarts à peu près moyens, même si 3 dixièmes, ça commence à passer au cap supérieur. C'est rien, 3 dixièmes de seconde, mais bon, en Formule 1, c'est assez conséquent. Et ensuite, au-delà de 3 dixièmes, en 3 et 5 dixièmes, ça commence à faire un peu trop, tu vois, c'est le truc, tu dis, ah, ça fait quand même beaucoup, surtout dans le milieu de peloton, où 3 dixièmes, c'est l'écart entre la 8e et la 15e place, et ensuite, au-delà de 5 dixièmes, là, il faut remettre pas mal de choses en question dans sa vie. C'est pour ça qu'on peut dire que là, sur les 3 line-up,
Alpine, Ferrari et Aston Martin, je pense qu'on peut dire qu'ils sont globalement très proches. 2 dixièmes entre Ricciardo et Norris à l'avantage de Norris. Pour le coup, on peut dire que ça reste correct, je pense, même si ça commence à être un petit peu trop, et en voyant un peu la saison de Ricciardo, c'était vraiment des coups où ils étaient soit très proches, soit Ricciardo qui était très loin. Ça s'est finalement mis dans la balance, mais c'est un petit peu le moment de la sonnette d'alarme. Idem pour Giovinazzi et Raikkonen. Là, ça commence à devenir un peu trop, surtout pour un pilote de l'expérience de Raikkonen, mais quand on voit comme il se rattrape en course, mais 3 dixièmes, on commence à être un petit peu trop, à mon sens en tout cas. Hamilton, Bottas, voilà, ça commence à être un petit peu des gros écarts. Après, pour eux, ça change pas grand-chose, puisqu'il y a à peu près 8 dixièmes entre la 4e et la 5e place. Donc là, c'est un peu la différence entre les McLaren de Norris et Ricciardo et Hamilton et Bottas. Là où celui qui se prend 3 dixièmes chez Mercedes, il va être 3 4e sur la grille. Chez McLaren, il y en a un qui va être 5e et l'autre qui va être 11e. C'est le jeu. Russell, Latifi, 4 dixièmes, on commence à être dans la zone un petit peu rouge. Et là, à partir de là, pour moi, on y est totalement 5 dixièmes entre Verstappen et Perez. Même si on sait que Perez a eu une longue période d'adaptation, il n'empêche que la plupart du temps, il n'était pas dans le coup plutôt que l'inverse. Et on pourra le dire pour Tsunoda et Mazepin également, Tsunoda, on est sur du 6 dixièmes et Mazepin, on est à 9 dixièmes. Là, c'est au-delà de la zone rouge. Si tu veux, là, tu commences à entrer dans l'espace vide, dans la non-zone, en fait. Tu commences à devenir un trou noir, en quelque sorte. Pour le coup, les pilotes As, on peut pas vraiment leur en vouloir, je pense, cette année, d'avoir eu à subir cette saison-là. Si tu veux un truc qui sert à rien, c'est le championnat des essais libres. Je l'ai fait uniquement cette année, je ne recommencerai jamais, parce que tu vois la tronche du tableur, là. Voilà. Pourquoi j'ai fait ce tableur ? Parce que j'étais agacé d'entendre toujours dire que Bottas c'était le champion des essais libres. Parce que c'est vrai que au fil des années, on a souvent eu Valtteri qui était le plus rapide pendant les séances d'essais libres et arrivé en Q3, c'est Hamilton qui faisait la pole. Mais voilà, je voulais juste souligner que peut-être on a trop tendance à mettre en avant ces moments-là parce que c'est pas nécessairement le cas. Et surtout que les essais libres, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, si, c'est très utile, mais les résultats, on s'en cogne un petit peu. Et là, c'est dire à quel point on s'en cogne, parce que si tu regardes Verstappen, là, il y a du jaune, il y a des 25 points. Je suis obligé de réduire encore, désolé. Oula, 1138 points, là, il termine avec l'avance qu'il a sur Hamilton derrière, ça devient absurde, mais bon, voilà, je l'affiche, c'est pour rigoler. D'ailleurs, je t'imagine en train de rigoler derrière ton écran. J'espère. On peut, voilà, voir quelques petits trucs, comme Gasly, qui est très performant, on essai libre, assez proche de Perez, les Ferrari, tout ça, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. La seule chose qu'on peut réellement dire, c'est que même dans cet univers, les As marquent pas de points. Idem, j'ai fait le championnat des qualifications assez serré entre Hamilton et Verstappen. On peut voir que la plus mauvaise qualif de Verstappen, c'est 3e sur toute l'année. Si on prend le Qatar, où il était 3e, je crois, sur la grille, je sais plus, mais il a subi une pénalité, bon, j'ai inclus la pénalité dedans, pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes. C'était assez serré. Et on a du coup ensuite Bottas, toujours un petit peu plus loin, un peu dans un no man's land. Leclerc, 4e, peut-être aidé par ses 2 pole positions, mais surtout des gros points en début de saison. Perez qui s'est pas mal rattrapé sur le dernier tiers de la saison, parce que avec une Red Bull, il devrait pas être aussi loin. C'est peut-être un autre moyen aussi de se représenter un petit peu les écarts entre les pilotes, même si dans le fond de peloton, voilà, ça n'apporte strictement rien, parce que il y a des pilotes qui ont jamais fait de Q3 à cause de leur machine. On peut quand même applaudir Giovinazzi, qui a marqué plus de points en qualif qu'en course. On peut souligner Russell, qui avec ses 2 top 3 battrait Tsunoda et les Aston Martin avec sa Williams. Pour le coup, toujours hyper serré entre Alonso et Ocon, 45 points à 42. Hop.
Norris qui a énormément d'avance sur Ricciardo, pratiquement 100 points, mais on va pas s'attarder plus que ça dessus, et on va conclure peut-être avec les changements de barème. Les barèmes que j'ai optés, ben déjà on va commencer avec celui de 2010, puisque je t'apprends pas qu'il y a eu 50 millions de barèmes différents au cours de l'histoire. Et pour m'être amusé à faire un peu le calcul, certains championnats sont pas mal chamboulés en fonction des barèmes qu'on y applique. Là, le barème de 2010, c'est quoi? C'est exactement le même qu'aujourd'hui, mais sans le point du meilleur tour et sans la qualif sprint. Toujours très serré entre Hamilton et Verstappen. Alors, je vais te faire le calcul, puisque si tu te souviens, Hamilton et Verstappen étaient à égalité de points à l'amorce de la dernière manche à Abu Dhabi. Si on ne compte pas de cette manche, c'est Hamilton qui est devant pour 3 points. Ça t'aide un petit peu à voir l'importance qu'a pu avoir les sprints ou les points du meilleur tour, même si au final, même dans cet univers, Verstappen gagne le championnat pour 4 points. Pour le reste, il n'y a rien de particulièrement pertinent à dire, parce que, à part les 4 premiers, je crois qu'il y a eu que McLaren qui a chopé un... Ouais, McLaren qui a pris un ou deux meilleurs tours, et Gasly qui en a pris un en Hongrie. Maintenant, on va se plonger un petit peu plus loin dans le temps, le barème de 2003, avec ce barème à 18, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est sur un barème beaucoup plus serré qui récompense moins les victoires. Mais encore une fois, ça change pas grand-chose puisque Hamilton termine derrière pour 1 point. Dans le peloton, pas grand-chose à souligner. C'est peut-être plus marrant de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le fond. On voit que Giovinazzi n'a pas marqué de points. Raikkonen 2 fois 1 point avec ses 2 8e places. Et c'est à peu près tout vraiment ce qu'on peut souligner. Ça n'a pas eu plus d'impact que cela. Si Leclerc qui termine devant Sainz et Norris... Mais ça, c'est quelque chose qui va se creuser encore plus si on se plonge sur le barème de 91, où là, c'est 10-6-4, avec des points que pour le top 6. La victoire est un petit peu plus récompensée qu'avec le barème de 2003. Verstappen gagne le titre, et je crois que, voilà, si t'enlèves les points avant, même déjà avant la dernière épreuve, on avait Verstappen en tête, ce qui est quand même un peu moins intéressant pour ce championnat-là. Sur le reste du peloton, on a Ocon qui bat Alonso, puisque bah, là, on a moins de points qu'ils ont donné aux équipes du milieu de peloton. Donc forcément, la victoire de Ocon compte pour beaucoup plus. Idem pour Vettel, qui ne marque pratiquement ses points que très rarement. Et Stroll qui n'a qu'une entrée dans les points, comme... non, Tsunoda, il en a 2, autant pour moi. Et Russell qui n'a que ses points du non-Grand Prix de Belgique. Donc 6 divisé par 2, ça fait ça. Heureusement que j'ai fait une formule pour le trouver. Maintenant, on va se replonger en 61. C'est le même barème, c'est juste que c'est 9 points pour la victoire. Ça change pas grand-chose, honnêtement. Bon, l'écart est toujours assez serré entre les deux, mais... Enfin, moins serré, je veux dire, pardon. Ça nous faisait 3 points d'écart à l'amorce de la dernière manche, et puis ensuite, sur le reste du peloton, on a Ricciardo qui commence un petit peu à se rapprocher de Sainz. Pour le coup, Sainz qui tombe un petit peu. Ça montre... peut-être même un peu en avant le fait que Sainz a eu beaucoup d'entrées dans les points, mais des entrées dans les points modérées, là où peut-être en face Norris et Leclerc, c'est peut-être plus des entrées dans des gros points. Et on va le ressentir aussi dans les années 60, où là c'est un 8, 6, 4, 3, 2, 1, c'est toujours le même barème, mais de moins en moins de points pour la victoire. On a toujours Ocon qui est devant Leclerc dans le peloton, ça ne chamboule pas grand-chose et c'est pas le plus pertinent. Et pour conclure avec celui de 1950, où c'est le même barème que pour 1960, 8, 6, 5, 4, 3, 2, sauf que le 6e ne marque pas de points et on a 1 point pour le meilleur tour. Et là, par contre, ça nous chamboule un petit peu plus tout ça. On a Norris qui marque plus de points, du coup, qui finit donc 5e devant les Ferrari, Leclerc, une victoire devant Sainz, Ricciardo toujours un petit peu en retrait par rapport aux deux autres, Ocon qui se rapproche peut-être de Gasly, ou c'est Gasly qui recule, je sais pas, et là dans le fond de peloton, bah, on n'a pas de points pour Stroll, Latifi, les Alfa Romeo, les As aussi marquent pas de points. Non, en fait, ça change rien. On a eu des cas où ça pouvait être peut-être amusant de rechambouler le championnat, mais je trouve que pour cette saison 2021, on avait déjà de quoi bien s'amuser, on n'a pas eu besoin de changer le barème pour enrichir tout cela. Et voilà à peu près sur quoi je passe mon temps libre.
tout au long de l'année. Donc là, maintenant, à l'amorce de la prochaine saison, et en même temps avec la conclusion qui commence à être un petit peu plus loin de la saison 2021, peut-être que vous pouvez remettre un peu en perspective à quel point j'ai rien d'autre à faire que parler Formule 1 dans ma tête. Je sais pas. Mais comme je le disais, ce ne sont que des chiffres. On peut les triturer un petit peu, au final ils diront à peu près la même chose, et surtout ils diront pas grand chose parce que les chiffres, c'est à nous de les interpréter, mais je pense que ça aide pas mal peut-être à remettre en perspective certaines choses. Je trouve le cas de Ricciardo assez intéressant dans le sens où me dire que sur la seconde moitié de saison, il a clairement mis beaucoup plus de points que son coéquipier. Je vais m'en arrêter là, de toute façon, si c'était quelque chose qui t'intéressait pas, bah, je pense pas t'avoir converti, mais si t'es un petit peu un gros nerd comme moi de ce genre de truc, comme je l'ai dit, les liens seront sur le site de Formule Blabla, et je pense terminer ce point sur les points ici. Allez, merci Reddit de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt, je l'espère, parce que je sais pas de quoi demain il fait, donc des bisous, bonne nuit, ou je sais pas quoi, au revoir.